shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Oh, we shall overcome someday. Bonjour ou bonsoir Lydia. Bonjour. Bonjour Antoine. Lydia, je t'appelle par ton prénom, mais quel est ton nom intégral? C'est Inina Azwe Ok. Lydia. C'est Namo. Et douce pour les intimes. Bon, d'accord. C'est un peu perdu, justement. Oui, mais Antoine, c'est Lydia. c'est ça. Donc, vous êtes aux États-Unis, là? C'est ça, hein? Oui, oui. Je suis aux D'accord. États-Unis, à Atlanta. OK. Mm. Antoine Kabourahi, on ne le présente plus. C'est... By the way, ça devient un problème parce que je ne sais pas trop comment je vais te présenter en termes de fonction. Comment tu te présentes aujourd'hui en termes Bon, de fonction, justement? Connaissant les subtilités de ce qui se passe au Burundi. ça c'est vraiment une très très bonne question. Fondateur du groupe de presse Iwachu. Juste fondateur. Ça limite à président fondateur. D'accord. Oui, Lydia, fondateur. est-ce que vous travaillez aujourd'hui ou pas, Lydia? Non, pour l'instant, non. Je m'occupe de mes enfants. Pardon? Ben, c'est un sacré boulot à plein temps, cela dit. Oui, oui. Alors, Lydia, avec Antoine, vous venez de publier un livre qui s'appelle Cicatrices sur votre parcours. Pourquoi cicatrices d'abord? Cicatrice parce que dans ce livre, je me suis dévoilée. Je me suis dévoilée et le livre commence justement par une blessure à la tête. Et c'est par là que tout a commencé. Et c'est cette blessure qui est devenue une cicatrice par après. Et au départ, ce n'était pas vraiment le titre que j'avais choisi. Mais comme je tenais absolument à mettre ma photo, la photo de ma tête, de la cicatrice, Antoine m'a proposé ce titre que j'ai trouvé très simple, mais très significatif. Et en fait, la cicatrice représente la traversée et les traces qu'elle laisse derrière. Donc, je me suis dévoilée dans le livre, mais en même temps, je me suis dévoilée sur la couverture parce que j'ai montré cette cicatrice que j'ai longtemps cachée, qui représentait pour moi un passé douloureux. Et je me suis dit, si je dois vraiment me dévoiler, je me dévoile dans le livre et sur la couverture. Et la cicatrice était vraiment... C'est la première question qui vient à l'esprit quand on voit la photo. On s'est dit, c'est quoi cette cicatrice? Et c'est justement ce qui rend ce titre plus simple, plus significatif. Je précise que vous êtes la fille de Marie-Thérèse Senamo que nous avons eu, dont nous avons eu le témoignage en fait de ce qui s'est passé dans la famille. Et donc c'est pour ça qu'on revient aussi sur vous. Mais je reviens encore sur une question en fait brutale, mais je pense qu'on comprendra bien. Normalement, vous êtes morte en fait. Vous ne devrez pas être là. Vous êtes morte en Oui, je suis morte et parfois même quand je raconte l'histoire, je me dis, ah, ils nous ont tués le 22 octobre 1993. Et je me rends compte en fait que je dis qu'ils nous ont tués alors que je suis encore en vie. Et j'ai du mal parfois à réaliser que je suis en vie. Mais voilà, je suis là. D'ailleurs, la dernière fois on a parlé, je disais peut-être que je suis morte et que je ne le sais pas. Mais j'ai une autre vie, peut-être.
Est-ce qu'il y a des bons Oui. moments, vous arrivez à vivre avec cette cicatrice et tout ce que ça représente comme, comme tragédie de ce moment-là, vous arrivez à vivre avec cela? Oui, j'arrive à vivre avec. Euh, c'est vrai il y a la cicatrice, il y a le passé qui est là, on ne peut rien faire, mais il y a aussi la vie. Il y a la vie, il y a les bonnes choses de la vie et j'essaie de profiter de chaque instant qui m'est offert et je me dis que euh, dans la vie, il n'y a pas que des mauvaises choses. Maintenant, je suis mère, j'ai des enfants et je profite de chaque moment. Hmm. Alors, nous parlons de cicatrices, nous parlons de mort, mais nous n'avons pas dit pourquoi en fait. Dites-nous ce qui est arrivé ce jour-là, ce qui vous est arrivé à vous ce jour-là. Alors, je vais essayer d'être très brève. Et voilà, moi, je suis un enfant de 9 ans. Comme je le raconte dans mon livre, c'est un livre qui est vraiment, qui donne le regard d'un enfant de 9 ans. Hmm. Et je vis avec ma famille, dans une famille très, enfin, un foyer qui est rempli, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a mes frères, et je suis la seule fille, gâtée. Et financièrement, ça va, mon père est gouverneur et voilà, je suis juste un enfant de 9 ans qui va jouer, qui s'amuse et qui a juste envie de vivre, enfin, qui est innocente et insouciante. Et donc, tout ce qui concerne la politique, à cet âge-là, on ne sait pas grand-chose, à part qu'on sait que son papa, il est fraudé-beau et que, qu'il y a un autre parti Prona, mais sans plus, quoi. Et donc, concernant ce qui est arrivé enfin, à partir du 21 octobre, après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, euh, moi, je suis là, je dois aller à l'école le lendemain, et mon père me dit, non, 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 aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, non, non, il n'y a pas école aujourd'hui. Et je lui dis, mais si ma madame me demande pourquoi je ne suis pas venue, je veux dire que c'est toi qui m'as dit de ne pas venir. Il m'a dit, oui, oui, tu restes à la maison. Et donc, moi, je suis là, je m'amuse comme tous les enfants. Et c'est le vendredi, en fait, que tout change. Et je vois mon père qui reste à la maison, je vois des gendarmes qui sont postés devant le portail, armés. Et mon père, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas. Il y a une sorte de tension. Il y a ma mère qui n'arrête pas de faire des va-et-vient. Euh, je vois que les adultes sont un peu nerveux, anxieux, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est aussi l'anniversaire de mon petit frère, Divin, qui est né aussi le 20 octobre. Donc, il a 3 ans ce jour-là. Et comme ma mère tenait en fait un petit motel, un gîte Elvis, et comme elle ne travaillait pas, donc ils ont dû ramener toutes les viandes qui étaient là pour préparer, pour éviter que ça ne soit périmé. Et donc, il y a beaucoup de boulettes à la maison, on s'amuse, on mange, on est bien, mais je remarque quand même, parce que je connaissais ma mère et je voyais cette anxiété dans ses yeux. Et, et quelques minutes après, je vois les gens qui commencent à fuir, qui passent devant notre porte, enfin, devant le portail, et je vois qu'ils remontent vers le camp militaire. Et c'est vraiment des réfugiés, ils ont des objets sur la tête et tout ça, et voilà. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais il paraît qu'ils sont en train de tuer des personnes. Tuer, moi, mourir, enfin, la mort, je n'avais pas encore croisé la mort. Je ne savais pas comment est-ce qu'on mourrait, et surtout être tué. Je me disais, mais c'est quoi, ça veut dire quoi? Et tout d'un coup, je vois des personnes qui arrivent à la maison, aux machettes, des massues et tout ça, avec le commandant de district qui viennent faire une petite réunion avec mon père. Moi, je suis sur le balcon, donc je suis en train de le regarder. Ils sont là, c'est à peu près 20 hommes, et ils parlent avec mon père. Je vois que c'est une petite réunion, tout simplement. Et les hommes repartent, et moi, je retourne jouer avec mes frères. Et après, c'est vraiment à 13 heures, on se dit, voilà, c'est la petite sieste. Et il faisait froid ce jour-là, il faisait un petit peu froid. C'est plus à Kalouzi, vous savez, là, le climat n'est pas. Le climat est un peu. Enfin, c'est plus frais qu'à Bujumbura. Donc, on va dormir, on va prendre une petite sieste. Mais là, je vois mon frère, le deuxième, Jean Parfait, c'était quelqu'un de très anxieux, mais
Et quand il avait peur, il s'approchait de quelqu'un. Donc, il est venu vraiment me coller. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a peur? Il est 13 heures, ce n'est pas la nuit. D'habitude, il a peur quand on lui dit de sortir la nuit, mais là, il a peur alors qu'il n'y a rien. On est là, on est avec tout le monde. Et il se colle sur moi. Et puis, je lui dis, mais attends, mais va dans ton lit. Mais il refuse de me quitter. Bon, je le laisse. Il était plus âgé que moi, hein, mais on était proches. On était plus proches que... Enfin, il y avait 2 ans de différence. Il avait 11 ans à l'époque. Et donc, tout d'un coup, on attend le cri de ma mère. Donc, comme ma mère l'a raconté. Et elle crie parce qu'elle voit les personnes arriver. Elle dit, c'est vous m'aurez endormi. Et tout le monde a entendu ce cri. Et moi, j'avais l'impression d'ailleurs qu'elle a parlé dans un micro. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai entendu quelqu'un qui parle comme ma mère dans un micro qui dit, et là, tout le monde, c'est vraiment le chaos dans la maison. Tout le monde court. Et comme tout enfant, quand on jouait au cache-cache, chacun avait son endroit pour se cacher. Et pour mon grand frère Alain, l'aîné, donc il est parti au-dessus de la garde-robe, comme il le faisait toujours. Et moi, c'était toujours sous le lit. On savait tous les jours où me trouver, c'était toujours sous le lit. Donc moi, je vais sous le lit, dans la chambre de Joachim Nurguakera, qui était gouverneur de Gitega, qui était venu à la maison la veille. Et donc, je vais sous le lit et il y a la bonne qui me rejoint, mais elle était tellement costaud et n'a pas pu rentrer. Et donc, Joachim arrive en courant et lui dit d'aller se cacher dans la garde-robe. Et Joachim essaie de fermer la porte. Il ferme la porte, il essaie de mettre des tabourets, il bloque vraiment la porte. Je me souviens, il portait un pantalon noir et une chemise blanche, une chemise à longue manche. Et je vois qu'il plie ses manches. Et puis, il vient me rejoindre sous le lit. Mais le lit était collé à la fenêtre, une fenêtre avec des vitres. Et là, on entend des personnes qui crient, qui frappent à la porte, qui cassent les verres, les vitres. Et là, je suis sous le lit et je vois les vitres qui tombent sur moi, sur mes mains. Et j'ai peur. Et tout d'un coup, j'entends mon frère qui était avec moi dans le lit, Jean Parfait, qui crie Papa Banamoa. Il parlait swahili, enfin, il parlait pas bien, qui on dit. Et donc, il dit, mon père, on vient de le tuer. Et là, tout mon monde est bouleversé et je me dis, mais papa est mort. Pour moi, c'était le plus fort, quoi. Pour un enfant de 9 ans, papa était le plus fort. Je n'imaginais même pas vivre sans lui, quoi. Il dit, papa, on vient de le tuer. Et tout d'un coup, il crie encore et nous dit, on vient de me poignarder. Là, je ne comprends plus rien. Il y a des hommes qui étaient là il y a 20 minutes. Et là, tout d'un coup, les gens sont en train de nous tuer et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, avec les verres qui tombent sur mes mains et la peur, je tremblais et Joachim était à mes côtés. Et je continuais à répéter, papa est mort, papa est mort, papa est mort. Il me dit, oh, n'aie pas peur, il n'est pas mort. Mais je voyais qu'il me mentait, quoi. J'étais sûre parce que mon frère n'a pas menti. Et j'ai entendu ce cri qui vraiment était rempli de peur et de tristesse. Et j'étais sûre qu'il était mort. Je l'ai senti dans mon cœur que mon père n'était plus là. Et donc, il me dit, t'inquiète pas. Et tout d'un coup, les gens commencent à frapper à la porte. Ils essaient de nous dire, Ogurura, mais on ne pouvait pas se lever. Mais entre-temps, avant que les gens arrivent, mon frère est revenu. Donc, quand il a dit, on vient de me poignarder, il a toqué à notre porte. Il a dit, Monifungoli, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Mais on avait tellement peur et personne ne pouvait ouvrir la porte. Je ne pouvais pas sortir du lit. Joachim aussi, il avait tellement bloqué la porte qu'on n'avait même pas le temps de se lever et on était tétanisés, paralysés. Personne n'a su ouvrir la porte. Et il continuait à crier. Mais après, on a entendu que dans une autre chambre, quelqu'un lui a ouvert la porte. Et donc, les personnes sont arrivées très vite. Très vite. Et ils ont commencé à frapper à la porte. On ne pouvait pas ouvrir. Et j'ai vu qu'ils commençaient vraiment à ouvrir la porte avec des coups de machette. Et là, je voyais leur visage à travers cette porte cassée. Et ce n'étaient pas des hommes que je voyais, c'était vraiment des animaux, quoi. Je voyais ce regard avec ce rire qui était... Je ne sais pas comment le décrire, mais
je ne comprenais rien. J'étais comme dans un cauchemar. Et donc, ceux qui sont derrière la fenêtre nous disaient « sortez, sortez », et ceux qui venaient en face, à travers la porte, et nous disaient « sortez, sortez ». Donc, ils ont cassé la porte et voilà, on est sortis. Mais entre-temps, on attendait, je pense que Joachim, en mettant les tabourets sur la porte et tout ça, il pensait peut-être qu'on allait avoir de l'aide. Parce que le camp militaire était à quelques mètres de nous, et on savait qu'il y avait 2 gendarmes qui étaient postés devant le portail. Donc, on ne comprenait pas pourquoi il n'y a personne qui vient mettre fin à ce cauchemar. Et donc, on nous a sortis, tout simplement. Et mon frère a été le premier à descendre parce qu'on lui a dit, toi qui es au-dessus de la garde-robe, descend. Donc, tout le monde est descendu comme ça. Et moi, en descendant, enfin, en sortant sous le lit, j'ai vraiment pris Joachim par la taille. Je l'ai tellement serré et je pense que ma tête arrivait juste à sa taille. Je l'ai tellement serré, je ne voulais pas le lâcher parce que pour moi, c'était le seul abri qui me restait. Et je me suis tellement accrochée. Et lui, comme un papa, il a mis sa tête il a mis son bras sur ma tête pour me protéger, son bras droit. Donc, on est sortis comme ça, vraiment collés. Mon frère est parti, on l'a amené. Je ne l'ai plus vu. Je l'ai vu juste après. Et il y avait la bonne Marie qui était dans la garde-robe. Elle est sortie aussi en courant. Moi, je suis sortie, mais je n'arrivais pas à lever les yeux. Je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de piller des tapis. Et j'ai juste levé mes yeux un petit peu. J'ai vu des autres qui sont en train de piller les verres dans l'armoire. Et on est sorti, arrivé juste devant la porte. Et les gens commençaient à frapper Joachim. Et je sentais son corps sous les coups de massue et des machettes sûrement. Et lui, avec la peur qu'il avait et tout ça, et tous ses coups, ils se sont vraiment rués sur lui. Et il m'a lâché. Donc, le bras qui me protégeait la tête a lâché et il s'est peut-être protégé aussi. Donc, on frappait et moi, tout ce que j'entendais, c'était le bruit que ça faisait. Le bruit qu'un coup de machette fait dans la chair. On le sent. Et je sens son dos, on est en train de frapper, et je sens vraiment qu'il est en train il crie, il n'arrive pas à crier, c'était trop fort. Et moi, j'ai lâché, j'ai couru. J'ai couru, vraiment couru, mais ils avaient fermé le portail. Ils ont dit, il faut fermer pour que personne ne s'échappe. Donc, je ne pouvais pas m'échapper. On était vraiment coincés. Et en courant, j'ai fait le tour et j'ai vu la bonne Marie qui était en train de crier. Et elle était tétanisée, paralysée. Et elle était sur le mur. Elle criait sa maman, 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 maman. Et moi, je ne me suis dit pas la peine de m'arrêter. Donc, je suis partie et ils m'ont vue. Ils ont dit, la voilà et il faut la rattraper. Donc, ils m'ont attrapée. Mais avant ça, je ne voyais pas, j'étais un peu perdue. Je voyais notre maison saccagée et tout le monde en train de fuir. Et tout d'un coup, j'ai vu des personnes qui se jettent sur quelqu'un qui est couché, mais je ne sais pas c'était qui. Je vois des personnes qui sont en train de frapper quelqu'un qui est couché, mais je me demande c'est qui cette personne qui est en train de se faire tuer. Et ces images-là, toutes ces images qui venaient d'un coup, un enfant de 9 ans qui vient de voir des choses qu'un être humain ne devrait pas voir, mon corps a lâché. Là, lâché, je suis tombée, mais j'étais consciente. Je sentais tout ce qui arrivait, mais je n'arrivais plus à bouger. J'étais couchée et cet homme est venu et il a commencé à frapper. Et quand il m'a frappé, moi, je pensais en fait qu'il frappait tout le corps parce que je sentais tout mon corps frémir. Mais je ne savais pas en fait qu'on frappait la tête parce que s'il avait vraiment tapé le corps, tout le corps, j'aurais eu des fractures aux bras ou aux jambes, mais il frappait la tête justement pour m'assommer. Des coups de massue et il frappait, je sentais mes dents qui craquaient et c'était comme une convulsion. Il a frappé une fois, je le sentais, je me dis deuxième fois, troisième fois, et puis je me suis dit s'il frappe encore la quatrième fois, je suis morte. Et justement la quatrième fois, je suis morte, quoi. Mais je ne suis pas morte. Et je me suis réveillée, je pense qu'il était 18 heures. Hein. Quand je regardais ça, je me suis dit, on dirait
lorsqu'on allait regarder le dessin animé, c'était toujours à 18h. Donc, c'était vraiment à ce moment-là. Je me lève et enfin, je suis là, j'ouvre mes yeux et je vois notre maison qui est saccagée, je vois les vitres cassées, je vois que je dors dans le gazon et il pleuvait. Mais je ne sais pas, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je me rappelle de mon père, de Joachim, de tout le monde, et je me dis, oula, c'est vrai, on nous a tués. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais entre-temps, je suis réveillée par quelqu'un qui est juste à mes côtés, qui est en train de respirer. Mais difficilement. Et cette personne respire difficilement et j'ai les yeux qui sont collés, j'ai du sang partout, je touche, je vois du sang, je sens que ma tête est gonflée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, je me retourne et je vois mon grand frère, Jean Parfait, c'est lui qui était avec moi dans la chambre. Il est juste à mes côtés. Il respire difficilement et je vois sa tête ensanglantée. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Comment ça se fait qu'il est juste à côté de moi alors que quand je suis venue, il n'était pas encore là? Et tout d'un coup, il arrête de respirer. Et c'est fut vraiment l'image qui m'a le plus traumatisée. Parce que je n'ai pas su lui dire que j'étais encore en vie. J'aurais aimé lui dire qu'il n'était pas seul, que j'étais là pour lui et que voilà. Mais il est parti juste au moment où je me suis réveillée. Et je me suis dit, c'est fini. Mais je me suis rappelé qu'il y avait quelqu'un qui avait été frappé juste avant que je ne tombe. Et quand je me suis retournée, c'était Marie, notre bonne. Elle était morte aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'étais triste pour Jean Parfait parce que c'était mon complice de tous les jours. Mais je me suis dit, je dois me lever et je dois survivre. Pourquoi? Pour qui? Je n'en savais rien. Je ne savais même pas qui était encore en vie. Mais ce que j'ai fait, j'ai sauté une clôture de 2 mètres. Comment? Je ne sais pas. Mais j'ai sauté avec ce corps qui était faible. Et je suis passée de l'autre côté. Derrière, il y avait une petite forêt. Et j'ai passé la nuit là-bas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas couru. Pour aller plus loin de cette maison d'horreur, quelque chose me retenait. Et je me suis trouvé une petite place et juste en face du mât du drapeau, là où mon père était couché. Et quelque part, je me sentais un peu pas toute seule. Il y avait les miens, même s'ils étaient morts, mais ça restait ma famille. Il y avait Alain qui était couché juste devant le portail. Je pense qu'il avait aussi essayé de s'enfuir, mais il n'a pas pu. Il était couché devant le portail. Il y avait mon père qui était couché juste sous le mât du drapeau. Et il y avait Jean Parfait que j'avais laissé à côté de moi. J'ai juste jeté un coup d'œil pour lui dire au revoir. Et il y avait Marie. Et je savais que Joachim avait été tué, mais je ne savais pas où il était, où il est tombé. Et je ne savais pas qu'il était encore en vie. Bon, pour aller plus vite, le lendemain, quand ils sont venus jeter leur corps, hein, je dirais jeter parce qu'ils ont été jetés dans une fosse commune, ensemble. Et j'ai appelé quelqu'un. J'ai d'abord appelé, il y avait un militaire qui était dans un camion qui venait de passer. Je me suis levée, je l'ai appelé, il ne m'a pas vu. Et tout d'un coup, il y a un certain Grégoire Hadjayandi. C'était un monsieur très, très sympa. Je ne le connaissais pas à l'époque, il travaillait à l'ITAB. Et il avait une massue, des machettes, tout le monde se promenait avec des armes. Et ils étaient 2. Et quand je l'ai vu, moi, je me suis levée, je l'ai juste appelé. J'ai sifflé. Et il m'a vu, il s'est retourné, mais il avait peur quand il m'a vu. C'était comme s'il voyait un fantôme, quoi. Et il m'a appelé. Il m'a dit, tu es la fille de Sénat Manglebert? J'ai dit oui. Il m'a appelé, il m'a amené chez un des policiers qui était là, que je connaissais très bien, qui venait jouer avec mon frère. Et je le connaissais depuis qu'on était à Bujumbura, Chibitoki. C'était un ami de famille. Il était là et quand il m'a vu, j'ai vu aussi la peur dans ses yeux.
Et il a demandé à quelqu'un de ramener un pagne que j'avais laissé sur place parce que quand je suis sortie, j'avais un t-shirt, un sous-vêtement et un pagne. Et je l'ai laissé là où j'étais couchée. Donc, ce pagne-là a été rempli de fourmis. Et il a dit, il m'a mis le pagne sur la tête pour éviter peut-être de me regarder, je n'en sais rien, ou bien pour m'éviter de regarder parce que j'avais envie de savoir qui était là, qui est mort et qui est encore en vie. Et il m'a caché avec le pagne et il m'a ramené dans sa voiture. Il y avait un chauffeur aussi et on est parti. Je ne savais pas où on allait. Mon visage était caché sous ce pagne. Et donc, je suis partie. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas triste et je n'avais pas peur. J'étais déconnectée de la réalité. C'est peut-être pour ça que j'ai pu survivre parce que je devais me déconnecter pour ne pas penser à ce qui arrive. Et donc, c'est par après que j'ai retrouvé ma mère. Et c'est ce que je dis dans mon livre, que le 22 octobre 1993 était la date la plus traumatisante et pour moi. Mais le 23 octobre fut la plus belle date, la plus belle journée de ma vie, parce que j'ai retrouvé ma mère et mon petit frère. Et finalement, je me suis dit, je ne suis pas toute seule. Je ne suis plus toute seule. Et l'on m'a soignée. Et dans toute cette histoire, quelques jours après, j'ai appris justement que mon père et que nous avons été tués par les militaires. Pourquoi? Je ne comprenais rien. On me disait que c'est peut-être parce que mon père est Frodebo et que c'est pour ça qu'on nous a tués. Et donc, nous avons été tués par des militaires et là, nous sommes dans un camp militaire entouré de ces hommes et certains d'entre eux sont en train de me soigner. C'était vraiment de l'incompréhension. Je ne comprenais plus rien du tout. Et on me dit que ma grand-mère qui était à la maison le matin était revenue nous voir parce qu'il y avait ma tante qui avait un enfant hospitalisé et était revenue nous voir, nous donner des nouvelles. Et donc, elle a été accueillie par les cadavres de son fils et de ses petits-enfants. Et donc, elle est partie en courant, en criant, et on l'a tuée juste après, à quelques mètres, tuée par des Tutsis. Et le beau-père de mon père, son petit frère Selemani et un de mes cousins ont été tués par des Tutsis. Et j'apprends que mon oncle Évariste, qui habitait à Bouiga, lui et 3 familles qui étaient venues se réfugier chez lui, ont été tués, les femmes et les enfants brûlés vifs par les Hutus, sûrement les Frodebo. J'apprends que mon grand-père aussi a été tué, mais il a survécu aussi comme moi, par un Hutu. Et donc, tout mon monde est chamboulé. Donc, ma famille a été tuée par les Tutsis et par les Hutus. Et vraiment, à cet âge-là, à 9 ans, je réalise que ce n'est pas l'ethnie qui tue. Comment est-ce que vous avez rencontré Antoine pour faire le livre? Antoine, comment est-ce que tu as rencontré Lydia? Bon, depuis quelques années, aux éditions Iwachu, nous nous sommes lancés dans l'édition des témoignages sur notre histoire compliquée, notre histoire difficile. Donc, je pense que Lydia avait sûrement entendu parler de nos publications. Donc, c'est elle qui m'a contacté. C'était, je pense, après la sortie du livre Hutsi. Elle m'a dit qu'elle avait un témoignage sur son parcours, sur sa vie. Elle m'en a parlé brièvement, puis elle m'a dit, écoute, j'ai déjà un manuscrit. J'ai dit, écoute, envoyez-le-moi, je vais lire, je vais voir. Et puis quand j'ai lu, j'étais comme toi, innocent, j'étais complètement bouleversé parce que je me suis imaginé cette gamine, parce qu'à 9 ans, c'est une gamine qui voit son père, qui voit ses 2 frères et qui voit tout ce monde, comme Élodie bien, s'écrouler. Et j'ai décidé alors de tout faire pour l'accompagner dans ce travail d'édition.
Et puis alors, on a commencé un va-et-vient entre elle et moi pour comprendre davantage, pour affiner, pour peaufiner. Et je me suis dit que c'est un ouvrage qui va marquer tous les lecteurs. Et surtout, moi, ce qui m'a séduit dans son histoire, c'est la force de la résilience. Il n'y a aucune place, il n'y a aucune place à la haine, il n'y a aucune place à la globalisation. Lydia raconte tout simplement ce qu'elle a vécu. Et en fait, ce livre, c'est une leçon de vie, comme quoi on peut tomber. Tout au long du livre, c'est une famille qui fuit la violence, mais qui retombe toujours dans la violence. Depuis Karoussi, puis Bujumbura, balkanisé bien sûr, puis la République démocratique du Congo, puis la Tanzanie, enfin le Rwanda, où la maman espère trouver la paix, mais parce qu'elle est d'origine rwandaise, et le génocide contre les Tutsis au Rwanda éclate, alors que les deux, la pauvre famille, les rescapés pensent trouver la vie, pensent trouver la sérénité, la quiétude au Rwanda. Donc, moi, ce qui m'a frappé, hein, le mot séduit, je pense que c'est pas ce qu'il faut dire parce que c'est une histoire terrible. Moi, ce qui m'a touché, c'est la force de ces deux femmes. Deux femmes qui restaient debout, deux femmes qui, et parfois aussi avec beaucoup d'humour. On y reviendra peut-être. Donc, c'est ça, c'est deux femmes debout, dans la douleur, dans une zone gangrenée par le crime, hein, qui sont traqués et par les Hutus à un moment, et puis par les Tutsis à un autre moment, et où en fait, où tout se mélange. Il n'y a plus de bons ou de méchants. Et alors, peut-être elle n'a pas dit ça, ce livre est né comment? C'est une amie à elle qui voulait comprendre, qui lui dit, mais c'est quoi votre histoire? Qui sont les bons, qui sont les mauvais? Qui sont les méchants, qui sont les gentils? Et c'est comme ça qu'elle commence à raconter et que le livre est né. Voilà donc moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est plus qu'un témoignage, c'est une vie, et je pense que c'est une vie que l'on peut dupliquer. Je pense qu'il y a beaucoup de Lydia, mais qui n'ont pas, bien sûr, sa force et surtout sa belle plume, parce que le livre est agréable, le livre c'est vraiment un plaisir de le lire. Mon épouse a commencé ce livre, elle n'a pas pu s'arrêter. Elle m'a dit qu'elle commence et elle continue. Donc voilà, c'est tout ça. Et j'espère surtout qu'il sera bien diffusé et que le message qu'elle lance, et je dis les deux femmes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier la maman. Je pense aussi, Lydia, elle va le dire elle-même, je pense que c'est aussi un hommage à sa mère, qui est une femme extraordinaire, sa maman. Elle n'a jamais rien lâché. Peut-être qu'elle va le dire mieux que moi, d'ailleurs. Vas-y, Lydia, mais cela dit, c'est pour parler du livre qui sort. Et la maman, elle a fait un témoignage qui est extraordinaire, justement, avec son regard sur tout ça. Lydia, c'est le regard d'un enfant sur ce qui a fait de lui arriver. La maman, c'était l'adulte qui essaie de ramasser ce qu'elle peut ramasser encore de sa famille et de tenir avec. Et avec beaucoup d'humour, comme Antoine le disait, c'est vraiment une force de caractère. C'est comme si ce n'était pas elle, en fait. Ce n'est pas elle que ça arrive. Je voudrais qu'elle raconte une histoire qui, heureusement pour elle, ça permet de tenir. Mais c'est une véritable leçon de vie, c'est sûr. Une leçon de vie surtout pour les Burundais, parce que c'est ça l'intérêt. J'imagine que vous avez fait ce témoignage pour essayer de vous libérer, dire ce que vous avez sur le cœur, mais également parce que vous savez que ça peut être utile à beaucoup d'autres Burundais qui parfois sont enfermés dans des schémas simplistes et qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'autre tragédie. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Il y a trois raisons principales en fait. C'est d'abord pour enfin, réhabiliter le nom de mon père, Sena Manglebert, qui avait vraiment été traîné dans le bout. Il avait été, euh, on avait dit il avait commandité des meurtres des Tutsis à Karuzi, qu'il avait même tué son propre père, qu'il a tué ma mère et sa sœur. Enfin, plusieurs versions aussi, enfin, farfelues les unes que les autres. Et donc, c'est cette image qu'on a donnée à mon père nous a poursuivis et ça nous a vraiment rendu la vie difficile, très difficile. Et c'est vraiment la première raison. Donner ma version parce que le mensonge peut avoir plusieurs versions, des fausses rumeurs un peu partout, mais qui ne correspondent pas, alors que la vérité n'a qu'une seule version, et c'est cette version-là que je voulais donner. Alors, le livre, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Lydia, on reviendra sur votre témoignage, sûrement dans cette série de témoignages que nous faisons sur les différents Ouais. que les gens ont vécu. Je sais qu'Antoine est en train de fulminer en disant, mais il ne faut pas qu'on raconte tout là, il faut lire le livre. Oh, j'ai juste dit comment dire, la première expérience. Absolument, absolument. Mais je n'allais pas tout dire. L'origine du titre lui-même. Oui, l'origine, c'est ça, et pour que le lecteur aussi, ou enfin, ceux qui vont écouter l'interview puissent savoir de quoi je raconte. Enfin, c'est les jeux d'un enfant de 9 ans, c'est pas un livre politique, c'est juste mon vécu. Oui. Antoine s'est mort les doigts en se disant il ne faut pas tout raconter, il ne faut pas tout raconter, n'est-ce pas, Antoine? C'est peut-être même pour ça à peine, non? Absolument. Absolument. Il faut que les Burundais, et même pas seulement les Burundais, il faut que son message, il faut que son témoignage traverse les pays, traverse les continents. Parce que pour moi, je pense que c'est un livre qui va au-delà des seuls Burundais. Ça permet aussi de croire dans la vie. Parce que Lydia aurait pu choisir la haine, elle aurait pu choisir de haïr, hein, elle a vu. Et vous savez, il n'y a aucun nom de ceux qui ont fait ça. Parce que elle a vu, après, les gens ont parlé, mais elle s'est refusée de nommer et d'accuser. Par contre, elle donne les noms de ceux qui ont sauvé. Peut-être, je ne sais pas si elle a fait ça sciemment ou consciemment, je ne sais pas. Elle parle de feu. Malheureusement, ce sont souvent des personnes qui sont aussi décédées et parfois aussi dans des conditions tragiques. De Kararouza, de celui qui était devenu général Kararouza, qui quelque part leur a sauvé la vie en leur interdisant de prendre une voiture pour aller à Bujumbura via Muyinga parce que des embuscades étaient possibles, parce que la famille Senhamo, les rescapés, était en danger parce que c'était des témoins. Ils n'auraient pas dû survivre. C'est l'officier Kararouza, qui est mort, comme on le sait, avec toute sa famille, avec son enfant, qui a dit « Madame, ne bougez pas d'ici ». C'est un autre officier, Martin Mourikié, qui a sauvé, qui a tiré la famille de Senhamo, de Karouzi. C'est une autre famille, Rukere, qui les a protégés. Et jamais, au grand jamais, elle n'accuse les criminels. Ça, c'est vraiment... je pense que Lydia, je pense que vous vous êtes fait violence, je pense. Et puis, ça vous honore, ça vous grandit, parce que ce que l'on va garder, c'est plus les justes, ceux qui ont fait du bien. Exactement. Et peut-être maintenant, si vous auriez pu donner les noms et alimenter aussi un cycle de haine, de vengeance. Ouais. Et voilà. Donc, ça, vraiment, je vous remercie pour ça. C'est encore une chose qui m'a vraiment touché dans votre livre. Alors, Antoine, le livre, il sort quand? Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, ça, c'est l'éternel problème des éditeurs africains que nous sommes, et surtout des éditeurs en exil. Donc, le livre, il est déjà disponible, sur Amazon, et ça, c'est quand même bien, parce que après cette interview, je vais avoir la fierté de dire qu'il est déjà disponible sur Amazon, mais aussi sur notre site. Les gens peuvent commander et nous leur envoyons le livre selon, enfin, là où ils habitent. Et
j'ai appris que le livre peut entrer au Burundi. C'est une bonne nouvelle. Donc, ce sera à la librairie Saint-Paul et à Iwachu. Donc, maintenant, il s'agit d'organiser l'expédition, d'organiser l'envoi. Bon, la diffusion est toujours problématique. On passe, il n'y a pas de circuit de distribution bien rodé, professionnel. On s'accroche, on se cherche, mais je suis sûr que c'est un livre qui va bien circuler. Et je pense que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Et je crois très fort que tous ceux qui vont lire le livre vont le recommander parce que Lydia a fait œuvre utile. Elle s'est sauvée elle-même en racontant son histoire, mais je pense qu'elle sauve aussi les Burundais en leur montrant qu'une autre vie est possible après une telle tragédie. Franchement, moi, j'étais très bouleversé dès la première lecture. Et maintenant, je relis certains passages. Innocent, si vous le permettez, une minute, il y a un passage, moi, qui m'a fort touché. Vous savez, la maman, à un moment donné, ça c'est un passage vraiment très fort, qui rencontre des copines à elle, des amis, qui l'écoutent raconter cette histoire, et qui lui disent, mais madame, comment se fait-il que vous racontez cette histoire sans sourciller, sans... Et puis, Lydia, est-ce que tu peux raconter ce petit passage, s'il te plaît? Tu le feras mieux que moi, je suis sûr. L'histoire du shot. Hein, ça, c'est dans la deuxième partie de son témoignage. Oui, oui, justement. Oui. La maman raconte. On garde le suspense alors. Elle a raconté. Je ne sais pas, on raconte ou bien on garde le suspense pour la suite? Écoute, gardons le suspense, mais c'est à mourir de rire. C'est tragique, mais c'est à mourir de rire. À mourir de rire, mais ça montre aussi quand même une force extraordinaire. Hein? Oui, c'est comme s'il qu'il avait pris une distance par rapport à ce qui était en train de se passer. En fait, il raconte comme s'il racontait une autre histoire, que ce n'est pas la sienne qu'elle a vécue. C'est à mourir de rire, cette histoire. Oui, comme si elle était décalée. Oui, dédoublée, en fait. Oui, exactement, dédoublée. Merci beaucoup, Lydia, pour votre témoignage. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de votre témoignage de manière un peu plus intégrale. Laissons pour l'instant le livre sortir, circuler. Merci beaucoup pour votre courage. Merci pour cette leçon de vie, de toutes les façons que votre famille ne cesse de donner. Antoine disait que elle raconte cela sans qu'il y ait de la haine. En fait, vous ne savez même pas contre qui jeter votre haine, puisqu'elle ne peut pas être ethnique, elle ne peut même pas être politique, puisque vous êtes tués par les uns et les autres, quelle que soit leur appartenance ethnique ou politique. Donc, mais c'est une illustration éclatante, en fait, de notre réalité dans le pays ici, sauf pour ceux qui veulent la simplifier. C'est vraiment une histoire qui est une illustration parfaite de ce que vivent les Burundais. Merci beaucoup, Lydia, encore une fois. Merci à vous. Merci, Antoine, pour votre travail d'édition de ce témoignage si précieux pour aussi bien la famille des Burundais que tous les autres êtres humains. C'est une véritable leçon d'humanité en définitive qu'il y a dans ce livre, au-delà des tragédies, au-delà des monstruosités qu'il y a. Il y a aussi beaucoup d'humanité, en fait, qui permettent à la vie de continuer, à ce qui reste de la vie, de survivre, de s'épanouir. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Innocent.